par contre c'est pour les injecter dans l'économie nationale et créer de nouvelles richesses, alors là, oui. Mais à ne pas confondre, qu'est-ce que l'on doit réaliser? Si c'est pour faire la plus grande mosquée, la plus somptueuse du monde musulman, non, ce n'est pas la peine. Pour la même somme d'argent, on aurait pu probablement construire au moins un hôpital, voire plusieurs, et au moins on aurait évité l'offense à l'Algérie de voir son président de la République aller se faire soigner chez l'ex-colonisateur. Deuxièmement, on doit adopter une politique d'exploration volontariste. On parle depuis plus d'une décennie d'explorer l'offshore algérien et les zones insuffisamment explorées du sud-ouest et du nord du pays. La question qui vient tout de suite à l'esprit, qu'attend-on pour le faire? On le dit, mais pourquoi ne le fait-on pas? Troisièmement, il s'agit de réorganiser de fond en comble l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, dont la mission a été complètement dévoyée. On a transformé l'IAP en une entreprise industrielle qui doit gagner de l'argent, tout simplement, et ceci parce que l'on s'est associé avec la compagnie norvégienne Statoil. Statoil est la plus grande compagnie au monde dans le domaine de l'offshore. Et malgré la présence de Statoil, l'Algérie n'a pas formé un seul ingénieur ou technicien en technique d'offshore. Et donc, il faut revoir profondément le programme de formation de l'IAP, moderniser l'enseignement afin d'améliorer les techniques et méthodes désuètes qui continuent à être utilisées à ce matin. Il faut également revoir totalement la politique de commercialisation dans le but d'abord de remédier aux défections inévitables dans ce domaine et de se prémunir contre la concurrence de pays tels que le Qatar, qui est prêt à adopter une politique de dumping pour décrocher une nouvelle part de marché. Et pour cela, il faudrait investir dans des projets à l'étranger, mais dans l'aval, pas dans l'amont comme on l'a fait au Pérou ou en Libye ou je ne sais pas. Et faire ce qu'ont fait par exemple les Libyens, qui ont acheté carrément un réseau de distribution de pétrole en Europe, adossé à une raffinerie, et ils ont parole et ils distribuent le pétrole libyen sur les autoroutes italiennes ou suisses. Nous devrions également essayer de nous associer avec de gros distributeurs de gaz afin de pallier aux à-coups du marché, comme l'ont fait les Russes, il n'y a encore pas très longtemps. Les Russes, pour éviter tous les problèmes de l'Ukraine, le passage par la Pologne, par la Biélorussie ou je ne sais trop quoi, ont carrément fait un gazoduc qui part depuis la Russie jusqu'en Allemagne à travers la mer Baltique. Et dans ce projet de gazoduc, ils se sont associés à une entreprise allemande, E.ON, et ils ont mis comme PDG de cette filiale commune, tout simplement, M. Gerhard Schröder, ex-chancelier de l'Allemagne fédérale. Alors, nous avons eu une occasion comme celle-là, mais encore une fois, l'État algérien, et en l'occurrence M. Chekib Ouzleh, ministre de l'Énergie, a rejeté cette idée. En 2007, lors de la campagne électorale française pour les élections présidentielles, Nicolas Sarkozy, qui était bien sûr candidat lui-même à cette élection, néanmoins patron de l'UMP, c'est-à-dire le parti du pouvoir en France, membre de l'équipe au pouvoir, du gouvernement de présidence de Chirac, a proposé lors de sa campagne électorale, parce que Gaz de France avait des problèmes financiers après la séparation entre EDF et GDF, il ne faut pas avancer son entreprise, il a dit que pour sauver Gaz de France, il fallait qu'il s'associe à un gros producteur de gaz, et en l'occurrence Sonatrach, qu'il a cité. Et bien sûr, si on avait créé une association avec eux, bien sûr que Gaz de France en aurait profité. Bien sûr que le nom de Sonatrach aurait permis à Gaz de France d'aller sur le marché financier et solliciter des prêts et régler sa situation financière. Et vous vous rendez compte quel avantage la Sonatrach qu'on aurait retiré? Il aurait eu le quasi-monopole du marché français. Hein, c'est Gaz de France, c'est l'unique le distributeur en France. Elle aurait eu l'accès à 350 millions de consommateurs à travers l'Union européenne. La réponse qu'a donnée M. Chekib Ouzleh à cette idée, il n'y a pas eu de proposition officielle. Monsieur attendait qu'on lui envoie une lettre en lui disant « Nous, Gaz de France, voudrions nous associer avec vous ». Au lieu de sauter immédiatement sur l'occasion et entamer des négociations, puis ça marche ou ça ne marche pas, c'est tout, c'est pas vrai. Non, on a rejeté. Enfin, on devrait se poser une question fondamentale.
l'Algérie est-elle condamnée à demeurer ad vitam aeternam un pays pourvoyeur d'énergie uniquement? Alors, voici une question qui, à mon avis, devrait faire l'objet d'un grand débat national et auquel devraient participer non seulement des responsables politiques, mais aussi des spécialistes du domaine de l'énergie, des économistes, des universitaires, etc. Ne devrait-on pas tout faire pour guérir l'économie algérienne de ce fameux d'Al-Jizis dont elle souffre depuis si longtemps? Et pourquoi n'utiliserait-on pas l'argent du pétrole pour diversifier l'activité économique, pour améliorer, par exemple, le cycle de tissu industriel? La Norvège l'a fait, les pays arabes du Golfe l'ont fait, les Émirats arabes ou le Qatar, qui ont pour seule ressource le pétrole et le sable du désert, sont en train de se transformer, comme vous le savez, en destination touristique mondialement appréciée et de créer des hubs pour l'aviation civile utilisée par les plus grandes compagnies aériennes. Cependant, si l'on devait se focaliser uniquement sur l'énergie, pourquoi n'exploitons-nous pas toutes les sources d'énergie disponibles dans le pays? Qu'attend-on pour lancer un programme, et je pèse bien mes mots, pharaonique d'exploitation de l'énergie solaire? L'Algérie a la chance de bénéficier pratiquement de 365 jours par an d'ensoleillement sur les 4/5 de son territoire. Si l'on ne transformait qu'une partie de l'énergie solaire qui baigne toute l'année, ces 2 millions de kilomètres carrés, en énergie électrique, on aurait de quoi suffisamment de quoi approvisionner probablement le pays et peut-être même exporterait-on de l'électricité. Pour le faire, il faut bien sûr simplement de la volonté politique de le faire. Mais ceci n'est pas la qualité du régime d'Alger, qui lui préfère pousser, il ne croit pas en l'instinct de création de ces femmes et de ces hommes, qui ne croit pas, qui n'a pas foi en sa jeunesse, et qui préfère pousser les forces vives de la nation à l'exil, y compris sur des embarcations de fortune, avec une mort quasi certaine au bout du voyage. Alors je ne terminerai pas cet exposé sans mentionner, bien entendu, les énormes dégâts au pays par le développement exponentiel de la corruption durant les 15 années de règne de Bouteflika. Ce sont au minimum 5 à 6 milliards de dollars. Certains parlent même de 10 qui vont annuellement dans les poches des membres de la nomenclatura dans le secteur des hydrocarbures uniquement. Et hélas, le phénomène n'est pas prêt de disparaître. Et je crains fort qu'il va plutôt s'amplifier. La preuve est même quand on entend le secrétaire général du parti du pouvoir, le FNL, innocenté de manière aussi grossière, le plus gros escroc que l'Algérie a connu dans son histoire contemporaine. Et puis, la corruption va probablement fleurir encore plus, car les prédateurs de tous bords vont s'acharner à dépecer les restes de la dépouille, vu que le temps presse. C'est une course contre la montre qu'ils vont engager, une course contre la loi de la nature qu'ils s'apprêtent à engager. Ils vont tenter de profiter autant que faire se peut des quelques semaines, quelques mois ou quelques années que va encore durer le règne de Bouteflika. Voilà, hélas, l'état des lieux guère réjouissant à l'issue du long règne de Bouteflika et à la veille de sa réélection pour une 4e mandature. Quand bien même il devrait quitter le pouvoir maintenant, dans peu de temps, l'héritage est là et il n'est pas brillant. Que va-t-il se passer quand les recettes pétrolières ne suivront plus à boucler le budget du pays et que l'État ne sera plus en mesure de distribuer quelques millions de dollars à droite et à gauche pour éteindre les incendies qui se déclenchent tous les jours un peu partout? Et cela arrivera très bientôt, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Il ne reste plus qu'à dire, comme on dit chez nous, européistes, ou comme disent les Américains, God bless Algérie. Merci beaucoup pour cette très belle contribution qui, j'espère, ira bien au-delà de cette belle assemblée, là, parce qu'on est un certain nombre réunis ici. J'espère que d'autres auront l'occasion d'en profiter, notamment si M. Ossimati publie ou le transmet cette communication, j'espère, dans plusieurs réseaux, pour en faire profiter beaucoup d'Algériens et tous les gens qui s'intéressent à ce sujet. Je voudrais juste dire, bon, sans doute il est très inutile de présenter le professeur Omar Aktouf, sinon signaler qu'il a récemment contribué dans plusieurs communications, notamment Le Soir d'Algérie, El Watan et diverses publications sur la question algérienne. Et sans tarder, je lui transmets la parole pour, espérons,
qu'on ait un échange après, un débat. Donc on demande aux intervenants entre 15 et 18 minutes leur contribution. Merci beaucoup de respecter le temps. Merci beaucoup, salam alaikum. Je suis très honoré de faire partie de ce panel. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur et merci à vous d'être là pour écouter. Alors, je vais m'en tenir aux 3 points de l'ordre du jour. Comment l'Algérie en est arrivée là, l'état des lieux et perspectives. Alors, dans le temps qui m'est imparti, évidemment, je vous donnerai que des très grandes lignes. Et j'espère dans les débats, on pourra aller plus dans les détails. Alors, comment l'Algérie est arrivée là? Comment elle est arrivée là? C'est déjà, je pense, c'est en 2 grandes étapes. Un, dès l'indépendance, on le sait, ça a été des magouilles de toutes les sauces possibles. Le groupe Boujda, le groupe de ceci, le groupe de Marnia, le groupe de l'Est, le groupe de Tunis, le club de Paris, le je ne sais quoi. Bon, là où il y a 4, la zone autonome d'Alger, et j'en passe. Et tout ça, ça a fait que le pouvoir, dès le début en Algérie, s'est constitué. Bon, la première assemblée constituante, on sait comment elle a été manipulée, on sait comment Farhat Abbas a réagi quelques temps après. Et donc, pour moi, c'est un départ dès l'indépendance de l'Algérie qui s'est fait sur des magouilles et des clans. Et quand vous avez un pouvoir qui est basé sur les magouilles et les clans, la plus grande énergie de ce pouvoir, donc de ce qu'on peut appeler État, pouvoir public, est gaspillée en recherche d'équilibre entre les différents clans. Alors, qui va avoir les avantages de ceci, qui va avoir les avantages de cela, et puis donc tout ça bouffe les énergies de l'État et des pouvoirs publics, qui fait que l'intérêt public est perdu en cours de... bon, on voyait un projet quand même pour l'Algérie, malgré tout. Il y avait un projet social, il y avait une vision, il y avait quelque chose, il y avait à quoi se rattacher. Mais après, ça a été la dite ouverture, l'infitah, je ne sais pas quoi, l'ouverture au capitalisme mondial. Et là, c'était le départ du total n'importe quoi. Donc c'était une politique globale de navigation à vue, une politique économique avec des revirements fantaisistes d'incompétents à tous les niveaux, presque, qui n'avaient strictement aucun sens. On ne comprenait pas pourquoi on passait de politique économique de quasiment extrême gauche à extrême droite, à centre, à ceci, à cela. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'adoption du néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme à l'échelle mondiale est né dans les années 80, et c'est pas pour rien, parce que dès les années 80, s'est amorcé à l'échelle de la planète le fait que les ressources de la planète ne pouvaient plus suivre la demande des pays nantis. Autrement dit, dès 1980, la Terre n'aurait pas pu supporter 2 États-Unis. Impossible. La Terre ne peut pas donner à 2 fois 340 ou 350 millions d'individus la possibilité de vivre comme vivent les Américains. La Terre n'a pas assez d'acier, n'a pas assez de pétrole, n'a pas assez de gaz, n'a pas assez de bois, n'a pas assez de viande, n'a pas assez de tout pour soutenir 2 Amériques, et ça c'est depuis 80. Donc là, c'est ouvert l'ère du néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? C'est tout simplement une façon extrêmement simple, pour ne pas dire simpliste, de répondre à des problèmes très complexes. Alors, la façon simpliste de répondre à des problèmes très complexes, la Terre n'arrive plus à suivre ce qu'on lui demande, elle ne peut pas supporter 2 États-Unis qui vivent au même niveau de consommation d'énergie et de gaspillage des ressources de la planète que les États-Unis. Eh bien, la réponse est simple, c'est la mondialisation, l'ouverture totale de l'économie à l'échelle de la planète. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, très schématiquement, nous, Américains, nous, Europe, nous, Canada, nous, pays nantis, eh bien, on se retrouve devant un problème où le gâteau mondial des richesses ne grossit plus.